3, 2, 1... Salut tout le monde, ça faisait longtemps, hein, et ouais, 6ème vidéo depuis dimanche sur ma chaîne YouTube, mais en même temps, en cette période de deadline, j'en ai tout plein des choses à dire. Et là, un truc qui me tenait à cœur, après tout ce qui s'est passé hier soir, c'était de débriefer avec vous, en live, sur Twitch. Mais je me dis, ce serait quand même dommage de pas en faire profiter YouTube, c'est pour ça que je pars en mode Crystal Ball. Et ouais, ici on va faire toutes les équipes une, par ordre alphabétique des villes, et à chaque fois je vous donnerai mon avis sur ce qu'ils ont fait, ou pas fait, justement, avant cette trade deadline. À chaque fois, vous verrez, j'ai donné une note qui va de A à E, C c'est la moyenne donc, AB c'est très bien, DE c'est beaucoup moins bien, et ça permet vraiment de situer toutes les teams. Puis à la fin, ce qui était cool, c'est que je vous ai demandé votre avis, parmi les teams qui étaient les mieux notés, ou parmi les teams qui étaient les moins bien notés, pour savoir qui était le grand gagnant de cette deadline, mais aussi qui était le grand perdant. Alors on ne perd pas plus de temps, et c'est parti, je vous donne mon avis sur ce qu'on fait absolument toutes les équipes NBA avant la trade deadline d'hier soir. Allez, pour débriefer cette deadline, on commence par Atlanta. Atlanta qui reçoit Saddiq Bey, qui reçoit Garrison Matthews, qui reçoit Bruno Fernando, et qui voit partir Justin Holiday, Frank Kaminsky et des seconds tours de draft. Bon, la première chose qu'on voit, c'est que c'est surtout Saddiq Bey, hein, vraiment le joueur majeur qui arrive. Il y a un petit peu de profondeur qui arrive, alors Holiday et Kaminsky qui partent, eux ils apportaient la profondeur, ils la remplacent plutôt par Matthews et Fernando. Non, pour moi, vraiment, le truc qu'ils font d'intéressant, Atlanta, c'est faire venir Saddiq Bey. On sait qu'il y a toujours besoin de shooters parce que depuis qu'il y a Trae Young et Dejounte Murray qui sont associés, on a un Trae Young qui arrive pas à jouer off-ball, il y a besoin de spacing justement, la perte de Kevin Huerter a fait du mal, je trouve que cette arrivée de Saddiq Bey est pas mal, enfin, franchement c'est plutôt cool de récupérer un joueur de ce calibre, surtout qu'il n'y a pas grand chose qui a été perdu en retour, comme je disais, des joueurs de rotation, mais de toute façon t'en récupères d'autres, peut-être que Matthews et Fernando sont un peu moins importants que, un peu moins bons que Holiday et Kaminsky, mais Matthews apporte du shoot aussi, non franchement c'est plutôt cool, en vrai ça change pas la face du monde, mais j'aime bien, et même si Saddiq Bey était pas forcément en forme cette saison, il y a moyen qu'il retrouve son adresse, on sait que sur sa saison rookie et sa saison sophomore, il faisait pas mal de choses, bon, maintenant, voilà, à Atlanta, je suis un petit peu frustré de pas avoir vu John Collins bouger, parce que c'était vraiment dans les rumeurs, on entendait parler d'offres, potentiellement de belles offres qui auraient pu aider l'équipe, finalement John Collins reste, ça peut être un joueur de valeur, je mets un B-, donc, à cette équipe des Hawks, parce que c'est plutôt propre, comme je disais, Saddiq Bey c'est pas non plus un super apport, mais ça va bien dans la lignée de ce qu'il fallait à Atlanta, ils ont pas lâché grand chose, là on rappelle que de toute façon si on fait des notes A, B, C, D, E, la moyenne c'est C, avec B-, ils sont au-dessus de la moyenne, Atlanta, pas un truc de fou, mais un truc intelligent je trouve. Maintenant, les Celtics, bon, ils ont pas beaucoup bougé, ils ont fait venir Mike Muscala et ils perdent Justin Jackson et un second tour de draft. Vraiment, ça va aller vite, hein, y a pas grand chose à noter. Ce qu'il faut retenir, c'est que oui, ils s'améliorent au poste de pivot, hein, chez les intérieurs, ça manquait de rotation, hein, depuis le début de la saison, depuis la blessure de Danilo Gallinari, même s'ils avaient fait venir Blake Griffin. Là, c'est, dans la lignée de grands pivots comme ils ont, à la Luke Cornett, par exemple, Muscala, c'est un mec qui va se battre, qui est guerrier, hein, qui va pas non plus casser 3 pattes à un canard, mais qui peut apporter de la profondeur et surtout du shoot, parce que c'est vraiment un pivot qui stretch et qui peut vivre derrière la ligne à 3 points, qui peut toujours apporter du spacing sur les quelques minutes qu'il va jouer autour de mecs comme Jaylen Brown ou Jason Tatum. Pas ouf, hein, c'est sûr, c'est pas ouf, mais bon, ça renforce je pense au maximum au poste, enfin ça renforce sur le poste sur lequel ils avaient le plus de besoin. C'est un petit peu décevant, on entendait parler de Poeltl, et bien sûr que Poeltl aurait fait plus de bien, mais bon, franchement, c'est un bon petit ajout pour une équipe qui est déjà très performante et qui avait pas besoin non plus de se remodeler à fond. Je mets C+, je rappelle c'est la moyenne, C+, c'est juste au-dessus, car c'est pas mal, Mike Muscala, mais ça va pas tout changer. Voilà, je rajoute le petit plus derrière le C, parce que ça apporte un petit peu de densité au poste de pivot du côté des Celtics. Allez, maintenant on part du côté de Brooklyn, qui évidemment a beaucoup bougé, vu que ils font partir Kyrie Irving et Kevin Durant, c'est pas rien, ils font aussi partir TJ Warren, Markieff Morris et Kessler Edwards, tout ça pour recevoir du Michael Bridges, du Cam Johnson, du Spencer Dinwiddie, du Dorian Finney-Smith, 5 premiers tours de draft qui seront non protégés en plus, et plusieurs seconds tours aussi, donc ça fait vraiment beaucoup de mouvements dans cette équipe de Brooklyn. Là clairement ce qu'on voit c'est que c'est un grand coup de balai, vraiment, du côté des Nets, j'ai déjà fait des vidéos un petit peu, donc je vais pas non plus
en faire des tonnes sur ce que ça implique, hein, notamment après le transfert de Kevin Durant, mais aussi après le transfert de Kyrie Irving. Vous irez les voir sur YouTube si ça vous intéresse. Et hier, ils ont pas rebougé, à part envoyer Crowder qu'ils avaient récupéré dans le deal de Kevin Durant pour récupérer encore des pics, là, des seconds tours de draft. Maintenant, moi, ce que je remarque avec Bridges, avec Cam Johnson, avec Finney-Smith, avec Dinwiddie, c'est que ça fait quand même des bonnes pièces pour le présent et pour le futur. Bon, bien sûr, en termes d'ambition, là, les Nets, ça va pas être fou cette saison, mais mine de rien, ils ont pas mal de role-player plus, hein, avec ces gars qui arrivent. Moi, je trouve que c'est intéressant. Malheureusement, le problème, c'est que ces joueurs-là, ils sont très bons pour entourer une star, et cette star, ils l'ont pas, même si je sais que pour l'instant, il y a un Cam Thomas qui fait beaucoup de buzz, c'est pas encore une star, mais surtout, moi, je veux rajouter, en plus de tous ces joueurs, qu'il y a surtout 5 premiers tours de draft récupérés dans le lot. Alors peut-être que oui, je m'attendais peut-être à encore un plus gros pack pour un joueur générationnel comme KD, mais au final, de toute façon, dans cette situation-là, quand t'as un KD qui veut partir, parce que même s'il l'a pas dit publiquement, moi je pense qu'il est allé susurrer dans l'oreille de Joe Tsai, je vais pas le dire en vrai, mais envoie-moi ailleurs s'il te plaît, et dans cette situation, à mon avis, Joe Tsai, il aurait peut-être pu attendre cet été et essayer de faire un coup encore avec Durant, mais je crois qu'il en a eu marre. Il a fait une croix sur Kyrie Irving, il a voulu vraiment tourner une page, et là, finalement, il a tout plein de pics de draft, il a des pièces intéressantes pour le présent et pour le futur, donc voilà, ça reste flou encore ce futur, hein. On sait pas du tout ce que ça peut donner, mais au moins je trouve que cette équipe des Nets se donne des options, se donne des possibilités, et bon, bien sûr, tu perds ton statut de contender et forcément ça pique, je peux pas mettre une note de A, même si je trouve qu'ils s'en sont très bien sortis, mais oui, parce que forcément il y a plus du tout d'ambition pour cette année, et le reste on sait pas encore ce que ça va donner, mais je mets quand même du B, parce que même si les ambitions présentes elles tombent à l'eau, tu pouvais pas être un grand gagnant quand tu perdais Kyrie Irving et Kevin Durant. Mais mine de rien, tu récupères des très bonnes pièces, comme je l'ai dit tout à l'heure, un Dorian Finney-Smith qui défend, un Dinwiddie qui connaît bien la maison et qui peut être un vrai meneur-scoreur, un Cam Johnson qui est un vrai professionnel, qui sait un peu tout faire et qui est un bon shooter, un Michael Bridges. En plus de ça, moi je compte beaucoup sur Michael Bridges, parce que non seulement c'est un des meilleurs défenseurs au périmètre de la ligue, mais en plus de ça, il a énormément progressé en attaque, et en plus de ça, il va être plus responsabilisé. Moi je me dis que Michael Bridges peut faire un gros step-up et peut être une bonne surprise à Brooklyn. Donc voilà, de toute façon, vu que Kyrie et potentiellement KD voulaient partir, il fallait faire un truc, pas le choix. Peut-être que t'aurais pu attendre un peu, mais je comprends que les Nets s'est bougé maintenant, et en fait moi je trouve qu'ils s'en sortent plutôt bien pour penser à l'avenir un petit peu, donc c'est pour ça que je mets une bonne note de B à Brooklyn, comme sur leur logo. Allez, la suite avec les Charlotte Hornets. Les Charlotte Hornets qui récupèrent Reggie Jackson et Svi Mykhailiuk, mais aussi 2 seconds tours de draft, pour perdre Mason Plumlee et Jalen McDaniels. Bon, là ça va aller vite, moi je trouve qu'il y a rien de fou à noter du côté des Hornets, peut-être un croqueur de plus pour aller avec Terry Rozier, avec Reggie Jackson. Non, franchement là ça va être compliqué pour la Melo Ball, le pauvre, avec des mecs, alors moi je les aime bien, Reggie Jackson et Terry Rozier, mais ils ont quand même beaucoup besoin de la balle, et il y a aucun shoot qui n'aime pas prendre. Compliqué, mais de toute façon, du côté des Hornets, c'est pas un secret, depuis le début de la saison c'est le cas, c'est opération tanking, ils perdent Jalen McDaniels, mais pas sûr qu'ils l'auraient re-signé de toute façon, donc on s'en fout un peu. Mason Plumlee, t'en as pas besoin si tu tankes de toute façon, parce que c'est pas un jeune sur lequel tu comptes pour l'avenir, et puis voilà, il s'éclatera sûrement mieux ailleurs, donc voilà, tu récupères en échange des pièces anecdotique encore une fois, Reggie Jackson et Svi Mykhailiuk, mais tu récupères quand même 2 seconds tours de draft. C'est pas génial, on va pas le cacher, c'est pas génial, mais ils se mettent pas dans la panade. Je mets un C parce que ce qu'ils font, ça n'a pas grand chose de notable en vrai, mais bon, ça continue dans leurs objectifs de tanking où ils pensent un petit peu à l'avenir et récupèrent des seconds tours de draft. Je les mets pile dans la moyenne, je les aurais mis un peu plus haut s'ils avaient réussi à récupérer un petit peu plus comme Mason Plumlee contre Mason Plumlee, et je pense qu'il y avait moyen parce que c'est quand même un pivot de qualité, mais bon, de toute façon, on l'a vu hein, dans cette trade deadline, les seconds tours de draft, ça a volé dans tous les sens. T'en récupères 2, dans la moyenne, parce que c'est banal en fait, sans plus. Donc voilà pourquoi je mets un C pour ces Hornets. Et maintenant, là j'ai été sévère forcément, on parle des Chicago Bulls, et comment ça cette équipe n'a rien fait? Pour moi c'est peut-être une des plus grosses déceptions, vraiment, ça parlait de reconstruction du côté de Chicago, ça parlait d'envoyer ailleurs des Lavin, des Vucevic, potentiellement des DeRozan aussi. C'est une team qui est quand même en grande difficulté cette saison, qui manque beaucoup de défense, qui manque de leadership aussi, qui manque d'âme tout simplement, qui manque de cœur, avec un Lavin qui y est plus, qui a que peu d'espoir de faire quelque chose en playoff, mais qui sont trop bons aussi pour tanker complètement, c'est compliqué. Et là, de toute façon, cette équipe-là, elle était vouée à rester dans le ventre mou, et ça va continuer, et pour moi, c'est la pire situation, parce que t'es pas
assez mal classé pour pouvoir prétendre à la loterie ou un bon pic dans la loterie, mais t'es trop, enfin voilà, t'étais trop bon pour faire ça, mais en même temps t'es trop mauvais pour espérer dépasser le play-in ou alors dans le meilleur des cas un premier tour de play-off. Et cette situation pour moi, les équipes qui y restent, ce sont vraiment c'est la pire chose que tu puisses faire. C'est le meilleur moyen de stagner pendant des années. Cette équipe des Bulls, elle avait vraiment besoin de bouger, soit vraiment en s'imposant en mode on essaye vraiment de rajouter des pièces majeures, en mode on y croit et on essaye d'aller choper le titre, même si je le conçois c'est difficile, mais on essaye de faire step up l'équipe, mais là même pas, ou alors soit dans l'inverse, on envoie toutes les stars ailleurs, bon à mon avis c'est ce qui sera fait cet été, hein. Mais bon, ils auraient pu gagner du temps, soit en mode on envoie toutes les stars ailleurs, et ça y est, on entame une vraie reconstruction, mais là, non, il y a rien, donc c'est pour ça que je mets cette note de E, je suis très déçu, ils sont dans la pire situation, ils y restent, et ça m'énerve, du côté des Bulls, je sais que c'est très sévère, hein, eux, mais ça m'énerve qu'ils aient pas pris une direction claire, que ce soit en renforçant leur team, comme je disais, soit en reconstruisant totalement. Maintenant on passe à Cleveland, encore une équipe qui a absolument pas bougé, on n'a pas du tout entendu parler d'eux pendant la deadline, mais quand même je trouve ça moins catastrophique, parce qu'ils avaient moins besoin de bouger. Bon, peut-être qu'ils sont pas contenders, ils sont pas favoris, mais globalement, c'est quand même une équipe qui performe, qui peut aussi profiter du fait que les Nets vont être moins ambitieux cette saison pour grappiller une place ou deux dans la conférence Est, pour essayer de jouer les playoffs, pourquoi pas de passer un tour. Bon, vraiment, après... Normalement j'aurais pu mettre C, c'est la moyenne comme je disais, mais je mets un C- parce que j'aurais peut-être aimé un trade de Levert, parce que Levert on sait qu'il a du talent mais il fit pas trop dans cette équipe, c'est un mec qui a besoin du ballon, qui a besoin de créer, et avec Garland et Mitchell il peut pas créer, ils auraient peut-être besoin plus d'un vrai 3&D à la place de Levert, le rôle que tout le monde espérait que Oko reprenne, hein, mais il galère pour le prendre. Donc ouais, moi je pense que j'aurais essayé de trade Levert pour un autre poste 3 qui fit mieux, pour moi c'est le plus gros besoin des Cavaliers, c'est pour ça que je leur mets une note un petit peu en dessous de la moyenne. Maintenant, je veux pas être trop sévère parce que de leur côté, de toute façon, j'attendais peu de choses. L'arrivée de Mitchell, elle est récente. T'as le temps encore de construire autour de lui. Là, c'est déjà très bien. Si tu vas en playoff, encore mieux si tu fais bonne figure, encore mieux si tu passes un tour. Donc bon, en l'état, bien sûr, ça va pas viser le titre. Je sais pas s'ils auraient pu viser le titre de toute façon avec des ajouts. Mais peut-être que si t'avais transféré Levert pour un autre poste 3 qui fitait mieux, tu te laissais encore plus de chances de passer un tour de playoff. Voilà pourquoi Cleveland, cette note de C, encore une fois, ça correspond avec leur logo, comme Brooklyn avec le B. Promis, j'ai pas fait exprès, mais là je rajoute un petit moins à côté parce que il me manque ce petit truc en plus à mon avis qui aurait été le trade de Levert pour rentrer dans la moyenne. Voilà maintenant les Dallas Mavericks, et je sais que ça peut faire débat cette équipe. Donc en gros le bilan, ils font venir Kyrie Irving et Markieff Morris, Markieff Morris que j'aime bien, hein, mais qui est pas un intérieur qui va compenser malheureusement ce que faisait Dorian Finney-Smith, dans la mesure où quand même Markieff Morris est beaucoup plus fiché intérieur, peut pas non plus switcher, et en plus de ça là, depuis sa blessure qu'il avait eue face à Nikola Jokic, on l'a plus beaucoup trop vu sur les terrains, Markieff Morris, et sa carrière elle est un peu en chute libre, lui qui joue de moins en moins, et il voit partir Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, un first qui sera pas protégé, et des seconds tours de draft, 2 de mémoire. Bon, moi déjà, ce que je retiens du côté de Dallas, c'est que leur priorité, c'était entourer Luka Doncic avec une star. C'est fait, bravo, et pas n'importe quelle star, on parle même d'une superstar, un mec qui est titulaire au All-Star Game, GG à eux. Et donc rien que pour ça, moi j'ai envie d'être tolérant avec eux. Et franchement, pour moi, rien que la venue de Kyrie, c'est un bon point pour Dallas, parce que quand Mark Cuban affiche un objectif, quelles que soient les conséquences derrière, il arrive à le suivre. Cependant, il faut être conscient qu'il y a un vrai risque. J'aurais pu presque mettre un A s'il n'y avait pas de risque. Si ton seul but c'était d'entourer Doncic avec une superstar et que tu y arrives, pour moi tu méritais un A. Malheureusement je vais pas mettre un A parce qu'il y a des risques, parce que on le sait, Kyrie Irving est free agent en fin de saison, et tu perds quand même des pièces importantes, des mecs qui faisaient du bien autour de Doncic, comme Dorian Finney-Smith par exemple, qui pouvait défendre sur tous les postes et qui s'occupait parfois des arrières adverses. Tu perds aussi Dinwiddie, et tu perds un first qui n'est pas protégé. Donc tout ça je vais pas non plus trop m'étaler dessus parce que j'en avais parlé dans une vidéo. Moi je trouve que leur premier move est bon, sauf que pour moi il appelait d'autres moves, et je suis un petit peu frustré qu'ils en soient restés là et qu'ils aient pas rebougé hier soir. Ça parlait de trade de Christian Wood, ça parlait de trade de Davis Bertans, ça aurait été bien par exemple qu'ils partent, parce que actuellement, même si Kyrie Irving est en fin de contrat, on a des Mavericks qui ne libéreront que, entre guillemets, 25 millions la saison prochaine s'ils ne re-signent personne, donc s'ils ne re-signent pas Christian Wood et tous les autres. Et 25 millions c'est pas mal, ça te permet d'avoir de bons ajouts, mais ça te permet pas de remplacer Kyrie Irving par une autre superstar. S'ils avaient réussi à trade Bertans en se disant, voilà, là on a assez pour proposer le max à quelqu'un, même si le marché des free agents est pas ouf la saison prochaine, mais on a assez en tout cas pour avoir suffisamment de liberté et essayer de remplacer Kyrie Irving en cas de départ, why not? Mais là vraiment il y a toujours ce risque, et c'est ce qui m'embête un peu. Je suis déçu qu'ils aient pas un peu plus bougé, ou qu'ils essayent de transférer Christian Wood pour un joueur qui fit un peu plus, qui peut switcher en défense et qui peut aider ce backcourt qui, entre Doncic et Irving, on doit le dire, c'est pas non plus des cracks défensifs. Donc je mets un B parce que vraiment
bah c'est un bon coup, le Kyrie Irving. Clairement, quand je le répète, quand tu voulais entourer Doncic avec une star, bah t'as réussi à le faire et tu vas essayer d'aller le plus loin possible en playoff cette année. Tu vas essayer de convaincre Kyrie que cette équipe elle est bonne pour lui, que dans le Texas en plus il sera heureux parce qu'il paiera pas d'impôts et essayer de le faire prolonger. Je pense que c'est le but du côté de Dallas, même si les deux parties ont dit qu'elles attendraient cet été pour discuter. Et voilà, mais je peux pas mettre plus que B parce que oui, tu te donnes des solutions et des dispositions pour potentiellement être plus performant cette saison, pour essayer de faire un plus gros run de playoff que ce que tu aurais fait. N'empêche que les risques sont là, et s'il part avec son contrat expirant, t'auras perdu Dorian Finney-Smith, t'auras perdu un first pick, t'auras perdu Dinwiddie, pour avoir 25 millions de cap avec lesquels tu pourras pas faire grand chose malheureusement. Mais bon, B ça reste quand même une bonne note pour Dallas. J'ai pas été trop sévère avec eux, parce que justement, les objectifs qu'ils avaient, au moins ils les ont remplis, et c'est pas le cas de toutes les équipes avant cette deadline. Allez, on passe maintenant aux Denver Nuggets, qui font venir Thomas Bryant, mais qui perdent Bones Hyland, Davon Reed, c'est un petit peu moins important, et un second tour de draft. Bon, déjà, il y a une chose que j'aime bien du côté de Denver, c'est qu'ils avaient besoin d'un pivot derrière Jokic, parce que DeAndre Jordan en playoff, non merci, et l'arrivée de Thomas Bryant, qui a fait des bonnes choses avec les Lakers, c'est qu'il montait en puissance tout au long de la saison, parce qu'il restait en bonne santé, je trouve que ça c'est un bon move, et vraiment, en tant que backup de Jokic, je trouve que c'est cool. N'empêche que, si je mets que la moyenne et que je mets une note de C, c'est qu'il y a une vraie contrepartie qui m'impacte, moi aussi, c'est la perte de Bones Hyland, qui fait mal sur le banc. C'était un vrai dynamiteur, un shooter de loin, je trouve qu'il fitait bien dans l'équipe, qu'il avait un bon rôle. Bon, des rumeurs disaient qu'il se sentait pas à l'aise là-bas et qu'il était pas bien parce qu'il voulait plus de responsabilités. C'est dommage parce que c'est vraiment un joueur que je trouve avait un apport qui était conséquent chez ces Nuggets. Je suis un peu déçu en fait de voir que, ok, peut-être qu'il était pas bien et qu'il fallait le transférer, mais je suis un peu déçu de voir qu'il ait pas eu plus de valeur au final, parce que au vu de sa jeunesse et son côté dynamiteur, moi j'aurais pensé que les Nuggets auraient pu récupérer davantage. Et là, il s'est limite fait dump pour des questions de salaire et de mal-être, parce que les Nuggets voulaient être sous la luxury tax, et je reste sur un goût d'inachevé. Donc voilà, je mets C, c'est la moyenne encore une fois, parce que ok, tu récupères un pivot et ça c'est ton plus grand besoin, mais ça suffit pas non plus pour faire step up complètement les Nuggets pour devenir des favoris obvious pour le titre. Mais en contrepartie, tu perds Highland contre presque rien, et ça me fait mal au cœur, et ça doit faire mal au cœur à pas mal de fans des Nuggets aussi. Donc cette note de C dans la moyenne, elle me paraît cohérente pour ces Denver Nuggets. On parle maintenant des Detroit Pistons, qui font venir, ils font pas grand chose non plus, ils font venir James Wiseman, et ils perdent Saddiq Bey et Kevin Knox. Bon, à Détroit on le sait, direction la jeunesse, encore un pari où on accumule les jeunes à Détroit avec James Wiseman. Why not, mais bon, on le sait, Wiseman il est quand même très décevant pour un ancien second choix de draft qui était là en 2020. Je sais très bien peut-être que la situation des Warriors qui essayaient d'être compétitifs ne lui a pas permis de se développer. En plus de ça, il a été blessé, il a pas eu du tout d'opportunité. Donc on peut se dire ok, c'est pas mal que Détroit le prenne pour lui donner une chance, mais moi je capte pas en vrai. En vrai, je capte pas du tout. Il y a pas du tout de place pour lui. Il y a un vrai embouteillage dans la raquette. T'as déjà Jalen Duren que tu veux développer, qui fait une saison rookie qui est excellente. T'as aussi Isaiah Stewart. Ils ont encore gardé Nerlens Noel alors que j'imaginais qu'il pourrait partir. T'as tout plein de mecs à son poste, à James Wiseman, et je sais même pas s'il va avoir du temps de jeu à Détroit ou plus de 10 minutes, je sais pas. Et je comprends pas, vraiment je comprends pas, parce que de toute façon l'avenir au poste de pivot à Détroit il passera pas par James Wiseman, et en contrepartie tu perds Saddiq Bey qui, même décevant pour moi, avait quand même beaucoup plus de valeur. Bon, Kevin Knox, je savais qu'il avait pas trop de valeur, mais perdre Saddiq Bey qui pour moi vraiment, ok, il était en difficulté cette année, mais il était capable de bonnes choses sur sa saison rookie et sophomore. Le mec il a fait des matchs à 50 points. Bon, je sais bien que on va pas se rappeler que de ça, mais ça reste un vrai shooter en catch and shoot et qui peut plaire à beaucoup d'équipes. Et faire venir un mec, tu sais même pas s'il peut performer en NBA, tu sais même pas s'il a le niveau, et surtout t'as même pas la place de le faire jouer. Je comprends pas. Donc moi je veux bien qu'à Détroit on veuille développer les jeunes, je veux bien qu'on s'en foute d'être compétitif cette année, tout ça ça me va, mais ce move de Wiseman je comprends pas, parce que pour moi, plutôt qu'un Wiseman contre Saddiq Bey, t'essayais de récupérer des tours de draft et de penser à l'avenir plutôt que de le mettre dans un embouteillage où il se développera pas. Donc c'est pour ça que je mets un D. Je crois largement plus en Saddiq Bey qu'en James Wiseman pour l'avenir, parce que c'est pas comme si Saddiq Bey était vieux, et voilà, j'aurais au moins aimé des tours de draft contre Saddiq Bey, mais non, ils font venir un mec. Alors je suis peut-être très sévère avec Wiseman, peut-être, j'espère pour lui et pour les Pistons que l'avenir me fera mentir et que finalement il arrivera à s'éclater là-bas, mais à l'heure actuelle je vois pas comment c'est possible. Maintenant on parle de Golden State, qui finalement en deux moves différents ont réussi à faire revenir Gary Payton II, le fils du Glove qu'on connaît très bien du côté de Golden State, et pour perdre James Wiseman. Et ça, franchement,
j'ai du mal à l'évaluer pour être totalement honnête. Parce que c'est vrai, les Warriors, ils perdent Wiseman sur qui ils comptaient pas du tout, plus du tout. En échange, ils retrouvent un Gary Payton qui a joué un rôle super important dans le titre, qui en plus de ça a progressé au tir, qui joue avec agressivité et qui surtout est un très 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 bon défenseur. En vrai, c'est cool, ça me convient, hein, ils étaient pas loin de viser le B ou le B-, je pense. Ça, je trouve que cette arrivée de Gary Payton, elle apporte un peu de sérieux, un peu de certitude aussi en défense sur le banc. C'est bien aussi d'avoir quelqu'un qui connaît la maison, sauf que, est-ce que c'est ça qui va refaire des Warriors un vrai prétendant au back-to-back? Est-ce que c'est l'arrivée de Gary Payton qui va te dire, allez, ça y est, c'est sûr, maintenant les Warriors ils peuvent refaire un run pour le titre? Parce que on va pas se mentir, c'est ce qu'on attend d'eux. Et ben moi je pense pas que ça suffise en tout cas. C'est bien, c'est un bon petit pas en avant, mais je pense pas que ça suffise. Donc voilà pourquoi je mets un C+, parce que voilà, ils sont toujours pas favoris à leur propre succession. En tout cas, oui, ils sont peut-être outsiders, peut-être contenders, mais comme j'en parlais à Denver, ils sont pas non plus favoris obvious. Et puis en plus de ça, j'ai du mal à être trop dithyrambique, en tout cas les concernant, à être trop enthousiaste, dans la mesure où, moi ce que je retiens, c'est que même si Wiseman est décevant, tu perds un mec que t'as drafté avec le choix 2 en 2020, donc il y a 2 ans et demi, pour avoir Gary Payton, qui est un super role player, mais qui normalement, en tout cas sur le papier, ne vaut pas un choix 2. Donc bon, je sais que ça aurait sûrement été compliqué de récupérer plus en échange de Wiseman, c'est sûrement bien qu'il tourne une page non plus, mais voilà, c'est pour ça, je les mets quand même au-dessus de la moyenne, parce que je trouve que le move est bon, mais il est pas suffisamment étincelant, pas suffisamment éclatant, et cette perte d'un second choix 2020 me permet pas de dépasser le C+. Maintenant, voici les Rockets. Bon, qui récupère John Wall, même s'il va être cut, qui récupère Danny Green, qui récupère Justin Holiday, qui récupère Frank Kaminsky, Danny Green, il y a des chances qu'il soit cut lui aussi, qui récupère des seconds tours de draft aussi, et qui font partir Eric Gordon, Garrison Matthews et Bruno Fernando. Bon, bah là, ouais, il y a pas mal de mecs dans le visuel qui risquent d'être coupés, hein, notamment Wall et Danny Green, c'est ce que je disais. Quelle ironie, je trouve, pour John Wall de retourner dans le Texas, vu ce qui s'est passé quand il était à Houston, vu comment il s'était arrangé avec le management pour pas jouer, et voir qu'il y retourne là, enfin il y retourne alors qu'il devait être bien content d'être arrivé aux Clippers. Il doit être plein de seum actuellement le John Wall, même s'il sait qu'il va être buyout et qu'il va pouvoir à nouveau choisir une équipe. Ça doit être compliqué pour lui rien que cette situation, mais peu importe. Là nous on analyse ce qu'ont fait les Rockets, et j'aime bien qu'il y ait des gars solides, des role players solides qui sont même limite considérés comme vétérans maintenant, comme Justin Holiday et Frank Kaminsky, qui vont peut-être apporter un petit peu de travail, un petit peu de sérieux dans cette team pour essayer d'entourer les jeunes. Danny Green aussi, moi je me dis on sait pas encore s'il va être cut. John Wall ça paraît être une certitude, Danny Green c'est pas sûr, et Danny Green on le sait, que ce soit à Philadelphie ou même partout où il est passé dernièrement, il aime bien avoir un rôle auprès des jeunes. Ça reste un professionnel avec une éthique de travail qui est importante, qui peut donner l'exemple, même s'il joue pas beaucoup. Ça peut aider des mecs comme Jalen Green, comme Kevin Porter Jr. de fréquenter un mec comme Danny Green. Moi je serais le management des Rockets, je le garderai parce que je trouve qu'il y a besoin de cadrage dans cette équipe des Rockets, et Danny Green peut apporter ce cadrage. Justin Holiday aussi et Frank Kaminsky aussi, mais je trouve que Danny Green encore plus. Donc maintenant moi ce que je retiens, c'est que enfin il se débarrasse de Eric Gordon. Il y a aussi Garrison Matthews et Bruno Fernando qui s'en vont, ça c'est un petit peu plus anecdotique. Enfin il se débarrasse de lui. De toute façon l'objectif c'est toujours de tanker, ils vont bien dans cette optique là. Ils récupèrent 2 seconds tours de draft dans l'histoire, donc forcément quand tu tankes et quand tu veux reconstruire les seconds tours de draft, que ce soit pour drafter ou pour faire des trades, essayer de faire des bons coups, ça peut toujours être utile. Non franchement moi je suis content qu'ils aient enfin réussi à trade Eric Gordon. Peut-être que c'est parce que je suis content pour Gordon, donc c'est pour ça moi je trouve qu'on a une équipe qui va bien dans la direction qu'ils ont choisie. Elle est claire, c'est le tanking qui peut apporter quelques pièces pour aider les jeunes à se développer, donc let's go, moi je mets un B-, surtout parce qu'enfin Eric Gordon est libéré je pense. Maintenant, les Pacers d'Indiana qui font revenir George Hill, qui connaît très bien la maison, qui font venir Serge Ibaka, mais qui va être cut, et le jeune Jordan Nwora pour perdre Goga Bitadze parce qu'ils l'ont cut, et des seconds tours de draft. Ils en ont perdu 3 je crois de mémoire, même si c'est un bazar les tours de draft, mais il me semble qu'ils en ont perdu 3 dans l'histoire. Donc oui, comme je disais, on a Ibaka qui va être cut, donc on le comptabilise pas dans la note qu'on va donner. Ils récupèrent George Hill en vétéran sans perdre grand chose. Moi je trouve que c'est pas mal. Alors on sait bien que George Hill c'est plus le joueur qu'il a été, mais c'est pas mal d'avoir un mec qui connaît la NBA, qui a pas mal bougé, qui connaît aussi l'équipe, même si elle a pas mal bougé elle aussi, qui sait ce que c'est de faire des longs parcours de playoff. Et je me dis derrière un Haliburton, c'est bien d'avoir un formateur, d'avoir un tonton, un mentor comme George Hill, c'est plutôt pas mal. Et là ça montre que oui, Indiana, leur objectif c'est clairement de faire les playoffs parce qu'ils ont fait un bon début de saison. Ça les transforme pas immédiatement en contender, ça leur assure pas non plus d'aller au premier tour et de passer le play-in non plus, mais peu importe, c'est en tout cas leur ambition à Indiana, essayer en tout cas pour essayer de donner un petit peu d'expérience au cadre, de donner de l'expérience à Haliburton, essayer
d'y arriver à cette post-season, et je trouve que ce move va en ce sens, sachant qu'on a le jeune Jordan Nwora aussi qui pourra apporter quelques minutes, même si c'est pas un foudre de guerre, il apporte un petit peu plus de rotation sur le banc, parce qu'en vrai tu perds pas grand chose, tu perds Goga Bitadze, mais c'est toi qui décides de le cut parce que t'en as pas besoin, et après tu perds des seconds tours de draft, donc rien de fou, c'est pour ça que je vais pas trop m'emballer aussi, mais je trouve ça propre, c'est au-dessus de la moyenne, comme je répète la moyenne elle est assez, ben je rajoute le petit plus, parce que cette arrivée de George Hill, et potentiellement de Jordan Nwora, on sait jamais ce qu'il peut faire, mais cette arrivée de George Hill, au moins je trouve que, moi j'ai du mal avec les équipes qui affichent pas leurs ambitions, là au moins Indiana on sait où ils vont avec ça, et leur objectif c'est de choper les playoffs, donc ce petit C+, il me paraît bien. Maintenant, les Clippers, qui récupèrent Mason Plumlee, Eric Gordon et Bones Hyland, et qui voient partir Reggie Jackson, John Wall, Reggie Jackson qui était décevant cette saison, John Wall qui jouait très peu, Luke Kennard et un second tour de draft. Et moi, je vais pas le cacher, j'aime ce qu'ils ont fait, ces Clippers. Enfin, déjà, tu récupères un pivot, parce que depuis le temps qu'on cherchait un backup à Zubac, un mec sérieux qui pouvait jouer derrière Zubac, et ben moi je trouve que Plumlee, il peut remplir très bien ce rôle. Il était titulaire à Charlotte, il a de vraies qualités, même si on se moque bien de son shoot à une main, peu importe, ça reste quand même un pivot solide qui peut faire le rôle d'un vrai poste 5, et ça je suis très content de cette arrivée du côté des Clippers. Franchement c'est un bon move. Maintenant en plus de ça tu récupères Eric Gordon, tu perds pas de premier tour de draft, franchement ça c'est un bon coup aussi. Eric Gordon c'est un vrai vétéran qui peut être polyvalent, qui peut être un bon shooter aussi. Ok, c'est plus le Eric Gordon qui va te mettre 20 points par match, mais en sortie de banc, il peut prendre feu, et enfin, moi j'ai hâte de voir Eric Gordon qui sort un petit peu de sa prison des Rockets pour aller dans une équipe qui a des ambitions. Je peux pas garantir que ça fera quelque chose de super bien, mais je me dis que là, enfin, il va retrouver un élan de motivation et ça peut être cool. Et en plus, tu récupères Bones Hyland en mode pétard ambulant qui va apporter sa fougue et sa jeunesse, et qui clairement, on l'a vu à Denver, peut, même s'il défend pas, peut te faire de très gros runs, et voilà, en peu de temps de jeu, et qui peut jouer le rôle de dynamite, d'étincelle, d'allumette, et moi je trouve ça très bien. Là tu commences à avoir un vrai banc, alors même si déjà il y avait énormément de profondeur aux Clippers, là ça continue à avoir de la profondeur, mais au final ça va très bien remplacer les partants. En gros tu récupères 3 joueurs pour en perdre 3, donc les Clippers gardent cette même profondeur, sachant que dans ces 3 tu récupères un joueur décevant, la personne de Reggie Jackson, un mec tout le temps blessé, la personne de John Wall, et un Luke Kennard que j'aime beaucoup, par contre lui, qui est un bon shooter, qui je trouve a un bon QI basket, mais qui est quand même assez unidimensionnel. Donc en plus de ça, même si c'est un joueur que j'aime bien, je trouve que son départ avec Plumlee, Gordon et Bones Hyland, qui à mon avis peuvent apporter tous de bonnes choses, plus que les joueurs qui partent, mais oui, son départ est vraiment compensé. Donc après, bien sûr, comme je disais, il va falloir trouver du temps de jeu pour tout le monde chez les Clippers, à Tyronn Lue de gérer ça, mais quoi qu'il en soit, vaut mieux avoir trop de profondeur que pas assez. Donc c'est pour ça que je mets un A, parce que moi je trouve qu'il y a une vraie upgrade de leur team, une vraie upgrade de leur banc. GG à eux, franchement ils ont fait du bon taf. Dommage qu'ils aient toujours pas de meneur en mode floor général. Franchement j'aurais pu mettre peut-être un A+, s'ils avaient récupéré en plus de ça un meneur sérieux qui peut jouer le rôle de chef d'orchestre et distribuer. Mais au départ je m'étais dit je vais être sévère, parce que pour moi leur objectif c'est vraiment de récupérer un floor général. Bon, t'as Bones Hyland qui peut jouer poste 1, mais lui c'est pas un floor général, donc je voulais être un peu plus sévère, peut-être mettre un B+ ou un A-, mais je me suis dit, avec Paul George maintenant qui joue vraiment le rôle de meneur de jeu et qui s'y adapte de plus en plus, qui fait de plus en plus de passes, un Kawhi Leonard aussi qui porte la balle, on a 2 ailiers qui sont très beaux handlers, et finalement le besoin d'un floor général, même si ça aurait été un plus, c'est pour ça que j'aurais mis un A+ avec ça, il est peut-être pas si important que ce que j'aurais imaginé, donc à mon avis une très bonne deadline pour ces Clippers. On passe aux Lakers maintenant, qui clairement représente l'équipe qui a le plus bougé dans cette deadline. Je me suis demandé si le visuel allait être assez grand pour mettre tous les noms. Donc en gros on va faire un bilan et ça va être très long, parce qu'il récupère D'Angelo Russell, il récupère Malik Beasley, il récupère Jared Vanderbilt, il récupère Mo Bamba, il récupère Davon Reed des Nuggets, il récupère aussi Rui Hachimura, parce qu'il compte même si ça fait déjà plusieurs jours qu'il est là, et ils perdent Russell Westbrook, Juan Toscano Anderson, Damian Jones, Patrick Beverley, Thomas Bryant, Kendrick Nunn, ils perdent un first aussi, un premier tour de draft en 2027 de mémoire qui sera top 4 protégé, et des seconds tours de draft. Bon, alors les Lakers, c'est un petit peu le bazar à analyser parce qu'il y a énormément de mouvements, et ça, penser que ça va fitter tout de suite, à mon avis, c'est un doux rêve. Il y a tellement de changements qu'il va falloir que ça prenne le temps un petit peu à marcher. N'empêche que moi, j'ai envie de mettre une bonne note, vous l'avez vu, j'ai mis un A, parce que on s'attendait à ce qu'ils bougent, et je trouve que on s'attendait à ce qu'ils fassent une vraie refonte de l'effectif, et ils l'ont fait. Ils ont dit bye bye aux joueurs avec lesquels LeBron James avait du mal, potentiellement Patrick Beverley et Russell Westbrook. Eux, ils ont été bazardés, et sauf qu'en échange, ils ont récupéré pas mal de bons joueurs
joueurs. Moi je pense que les Lakers, ça fait pas forcément d'eux un contender tout de suite, hein, clairement pas, parce qu'à mon avis il y a eu trop de changements, et même s'il y a des bonnes pièces, pas sûr que, si ça leur permettra je pense au moins de faire les playoffs, ce serait quand même dommage que ça les fasse pas. Maintenant dire que les Lakers sont favoris c'est un petit peu anticipé, mais moi je me dis que au vu de ce qu'ils avaient, c'était quand même difficile de faire mieux franchement pour cette deadline, et c'est pour ça que je mets un A, parce que ouais, ils perdent Westbrook qui se sentait pas bien là-bas, de toute façon en tant que 6ème homme, on sentait que le drama était en train d'arriver, je vais pas en faire trop sur lui parce que j'ai fait aussi une vidéo sur ce trade. Ils perdent Beverley aussi qui a porté sa défense, mais on sentait que ça fonctionnait pas non plus avec LeBron et que c'était compliqué, il était trop incontrôlable pour que LeBron puisse lui faire vraiment confiance. Ils perdent Thomas Bryant qui a porté de bonnes stats en pivot, ça c'est peut-être le seul côté qui peut être un peu embêtant, parce que c'est vrai que Thomas Bryant faisait une bonne saison, n'empêche qu'il récupère un Mo Bamba qui peut s'écarter davantage que Thomas Bryant. On sait que de toute façon autour de LeBron il faut des joueurs qui peuvent s'écarter, et Mo Bamba a peut-être plus le profil, sachant que même s'il est encore naïf en défense, il est grand, il a des grands outils, il est long et il peut dépanner aussi. Donc ouais, pour moi la plupart des départs sont bien compensés et l'équipe est plus performante que ce qu'elle était jusque-là. On a, surtout que j'ai même pas parlé de D'Angelo Russell quand même. On a un meneur qui fit bien mieux, je trouve, que Russell Westbrook, qui montait en puissance en plus ces derniers temps, qui devenait une machine d'adresse. Bon, on sait très bien que D'Angelo Russell, c'est pas parce qu'il fait ça pendant 2 semaines qu'il va le faire toute la saison, parce que ça reste un joueur très irrégulier. N'empêche que, D'Angelo Russell, pour moi, il a besoin d'être dans ce rôle-là. À Minnesota, peut-être qu'on lui demandait trop de créer, alors qu'à mon avis, même si il a des qualités dans le playmaking et qu'il peut faire ses passes décisives, pour moi, ça reste plus un mec qui, tu lui dis, de toute façon, t'es là pour scorer. Et avec des mecs comme LeBron James qui vont avoir une énorme gravité, avec des mecs comme Anthony Davis qui peuvent avoir une énorme gravité, je pense qu'on a un Russell qui peut aussi jouer off-ball et s'éclater, balancer quelques triples, et mettre quelques shoots intéressants. Et puis surtout, en plus de D'Angelo Russell, tu récupères Rui Hachimura, ça fait un petit moment, j'avais fait une vidéo pile sur lui aussi là pour voir ce que donnait son arrivée. Mo Bamba qui va compenser le départ de Thomas Bryant, pas le même profil, mais un profil qui peut être intéressant quand même, mais aussi Jared Vanderbilt qui est un gros défenseur solide, un guerrier, qui est un joueur sérieux aussi, et franchement qui est un joueur de l'ombre c'est sûr, mais qui peut vraiment apporter pas mal de choses. Moi j'imagine sur des passages Vanderbilt et Anthony Davis qui tous les deux peuvent jouer avec LeBron, et la peinture est bien fermée, ça aussi c'est cool, sachant qu'en plus de ça Vanderbilt, on l'a vu avec Utah cette année, il peut s'écarter un minimum. Et tu rajoutes aussi Beasley, il y avait besoin de scoring chez ces Lakers, il y avait besoin de profondeur. On a un Malik Beasley qui, pareil, dans un rôle de dynamiteur ou de pétard ambulant, il peut mettre ses 10-15 points par match sans problème. Donc là, oui, vraiment, du côté de Los Angeles, t'as tout plein de joueurs de qualité qui peuvent apporter ce qu'ils savent faire, ils ont chacun un petit peu une spécialité pour entourer ce groupe qui est là entre AD et LeBron. Et voilà, D'Angelo Russell qui bien sûr, il sera irrégulier, mais qui, à mon avis, peut se relancer au moins un minimum dans cette équipe, malgré son absence de défense. De toute façon, on a un Darvin Ham qui arrivera, je pense, à essayer, maintenant qu'il a un peu plus de rotation, à essayer de tester des choses en fonction des besoins et des match-ups qu'il y aura. De toute façon, cette équipe, c'est clair, elle avait besoin de scoring, de shoot, de défense et de profondeur. Et là, on a des profils qui apportent du scoring, comme D'Angelo Russell et comme Malik Beasley. T'as du shoot qui arrive, encore une fois, avec D'Angelo Russell potentiellement, avec Malik Beasley, et puis voilà, un mec comme Mo Bamba qui est un pivot qui peut s'écarter. Non, franchement, vraiment, t'as du monde. La défense, elle est là aussi, avec potentiellement Mo Bamba, même s'il est naïf, comme je disais, et Jared Vanderbilt. Et la profondeur, elle est vraiment présente, avec un Rui Hachimura, qui lui est un peu un homme à tout faire, qui est polyvalent, et qui peut fitter avec n'importe quel line-up. Non, j'aime bien, parce qu'au final, sans avoir à se dépouiller, ou sans non plus lâcher trop de joueurs auxquels ils tenaient fort, même s'ils lâchent bien sûr leur pick 2027, qui pourraient être bien placés, mais qu'ils ont quand même réussi à protéger top 4, je trouve qu'ils ont réussi à obtenir quasiment tout ce qu'ils cherchaient. Donc maintenant, est-ce que les Lakers sont favoris au titre ? Non, mais ils devaient bouger, ils l'ont fait, et je pense que ça aurait été difficile d'imaginer mieux chez les Lakers. Donc voilà, je sais qu'il y a une petite déception de ne pas avoir pu choper Kyrie. Peut-être que ça aurait pu valoir un A+, de choper Kyrie, et encore, je suis même pas sûr. Un A+, il aurait fallu des moves qui les rendent contender un peu, mais un peu plus en tout cas. Mais je me dis que finalement, ils ont peut-être récupéré mieux en termes de profondeur que s'ils avaient récupéré Kyrie en faisant venir D'Angelo Russell qui va occuper ce rôle de meneur, mais aussi tous ces role players qui arrivent autour, avec tous ces joueurs qui sont bourrés de qualité et qui peuvent, je l'espère en tout cas pour les fans des Lakers, aider cette équipe à remonter dans les classements et au moins à faire les playoffs. Et après, en playoffs, on sait jamais. Avec un LeBron James qui vient de devenir le meilleur scoreur all-time, on verra, il prendra chaque match les uns après les autres, et s'il peut aller le plus loin possible, il se privera pas. Donc c'est ce qu'il faut faire de toute façon chez ces Lakers, essayer de créer une alchimie et passer les étapes les unes après les autres. Au moins, moi je pense qu'ils se sont renforcés du mieux possible pour essayer de rentrer dans cette optique. Allez, maintenant, les Grizzlies, qui ont pas fait grand chose, hein. Ils se sont débarrassés de Danny Green, le pauvre, qui est revenu de blessure pour essayer de jouer dans une équipe compétitive et qui maintenant va se retrouver à faire le babysitter à Houston, à moins qu'il soit cut et puis buyout. Donc ils perdent Danny Green et des seconds tours pour faire venir Luke
Kennard. Donc ouais, pas grand chose de fou, mais au moins ils font venir Kennard, qui apporte du shoot, qui est un joueur intelligent, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, moi que j'aime bien, qui connaît très bien son rôle, qui a un bon QI basket. En échange, tu perds Danny Green, qui même s'il était en farmy, il est plus tout jeune, il vaut mieux avoir un Kennard que Danny Green. Peut-être que Danny Green, dans le potentiel, il défend mieux qu'un Kennard, mais à son âge aujourd'hui, en revenant de blessure, je suis même pas sûr. Et voilà, et tu perds quelques seconds tours, c'est pas mal. Donc c'est bien d'avoir un shooter de plus à côté de Ja Morant, surtout un joueur intelligent comme lui. Je vais pas aller plus loin que c'est plus, je les mets quand même au-dessus de la moyenne, parce que je trouve ça bien. Ça les transforme pas en favoris, c'est pas le move qui va changer cette équipe de Memphis, mais cette arrivée est intéressante. Et voilà, je crois pas besoin d'en faire plus, c'est plus pour les Grizzlies, ça me semble cohérent. Allez, la suite, voici Miami, qui ne récupère personne, absolument personne, et qui perd Dewayne Dedmon et un second tour de draft. Ben voilà, hein, si je mets un dé, vous le voyez, c'est que je suis très déçu. On a une équipe de Miami qui avait vraiment besoin d'upgrade, et en fait, ils ont rien fait à part perdre Dedmon, qui pourtant rendait des services dans un secteur intérieur qui manque de monde derrière Adebayo et j'allais chercher un poste 4, mais le problème c'est qu'il n'y en a pas non plus de vrai poste 4 à Miami, et ce secteur intérieur il est déserté, donc non seulement tu fais venir personne, et tu perds Dedmon surtout pour du cash. Alors j'ai pas marqué le cash dans mes visuels, mais c'est ça, tu perds Dedmon pour du cash, et en plus de ça tu perds même un second tour de draft. Donc là moi je me dis que peu à peu on est en train d'assister aux dernières années de Butler. Il lui en reste quelques-unes, hein, non plus, je vais pas être trop sévère, mais en tout cas les dernières années où il peut être très très bon, et c'est dommage parce qu'on a cette équipe du 8 qui a du potentiel, qui peut faire des choses, qui peut potentiellement être ambitieuse en playoff, surtout quand on sait le niveau que Jimmy Butler peut atteindre dans ses matchs importants en post-season, mais il y a toujours autant de questions qui se posent. On a un Kyle Lowry qui d'année en année voit son niveau baisser, on a toujours autant de questions, c'est ce que je disais, autour de poste 4, autour de tout le secteur intérieur en plus. Moi je les imaginais essayer de faire quelque chose, essayer de faire venir Jake Crowder. On a une équipe qui reste bonne, c'est pour ça que je vais pas être trop sévère comme j'ai fait à Cleveland en mettant un E. C'est une équipe qui peut quand même espérer sur un coup, je sais pas, en ayant un bon match-up en playoff, essayer de passer des tours, mais est-ce qu'ils sont encore contenders? Je crois pas malheureusement, et cette équipe, pour moi, il n'y avait pas besoin de grand chose pour les rendre contenders, ou en tout cas les rendre plus ambitieux. Il fallait faire peut-être un petit smart move, mais non, il n'y a pas de smart move, mais en plus de ça, tu te dépouilles encore plus à l'intérieur. Franchement, je suis très déçu. J'imagine qu'ils ont dû essayer de bouger, ils n'ont pas réussi. Comme je disais, c'est une équipe qui reste bonne, je veux pas non plus les enterrer totalement, mais j'espérais qu'elle essaye de step up vraiment pour se donner un max de chance de choper ce foutu titre, ou au moins de retourner en finale. Ben non, il y a rien eu de tout ça, donc voilà, c'est pour ça, j'y crois encore un peu, c'est pour ça que je mets une note de D, mais voilà, très déçu parce que ce hit, ça faisait vraiment partie des teams que j'espérais voir bouger là avant cette deadline. Maintenant, Milwaukee. Et Milwaukee, comme vous le voyez, si je mets une note de A-, c'est que j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Donc c'est pas un truc énorme qu'ils ont fait. Ils ont pas fait venir une superstar, mais non, ils font quand même venir Jake Crowder pour faire partir George Hill, Serge Ibaka, Jordan Nwora et un second tour de draft. Ou 2 seconds tours de draft peut-être de mémoire. Et je trouve que John Horst, à Milwaukee, il est toujours aussi malin. Donc il fait pas un énorme coup non plus, mais il arrive toujours à trouver le petit ajustement qui fait la diff, je trouve. Et là, en échange de joueurs qui jouaient quasiment pas, hein, George Hill, Ibaka et même Nwora, alors Nwora un peu plus de potentiel, mais il n'arrivait pas à passer ce step. En échange de ces joueurs-là et 2 seconds tours de draft, il arrive à faire venir un Jake Crowder que t'as un paquet d'équipes qui courtisaient en NBA. Moi, je pense que Miami, ils auraient été très contents d'avoir Jake Crowder pour la contrepartie qu'a filé Milwaukee. Mais non, il va à Milwaukee et il va aux Bucks. Et je trouve que pour jouer un petit peu le rôle que PJ Tucker avait aux Bucks il y a 2 ans, quand ils sont allés au titre, Jake Crowder est juste parfait. C'est un poste 4 qui peut jouer aussi poste 3, qui va mettre des coups, qui donne l'exemple, qui se bat. Et voilà, un vrai guerrier qui va apporter de la densité, qui peut être très bon, moi je trouve, dans cette équipe de Milwaukee. Ça va être parfait sur le banc en vue des playoffs, d'avoir un mec comme ça qui en plus de ça a de l'expérience, qui sait jouer au basket, même si on peut avoir quelques doutes sur le fait que ça fait longtemps qu'il a pas joué. Ça, je pense, ça reste un vrai joueur de basket. Moi je trouve que ce move est vraiment super intelligent. Donc je mets un A-, parce que c'est pas non plus un All-Star, c'est pas non plus un mec qui va changer du tout au tout, même si je trouve que ça apporte une belle plus-value. Un A déjà, c'est déjà énorme, même si c'est un A-. On sait pas non plus à quel niveau il va revenir, j'espère qu'il a continué à se maintenir en forme pendant tout ce temps-là sans jouer, mais en vrai le fit il est parfait, sans se dépouiller aussi, et l'avoir presque gratuitement, j'exagère en presque gratuitement, mais l'avoir pour si peu de choses, c'est un très bon coup. Donc aujourd'hui moi je trouve que le secteur intérieur des Bucks avec un Jake Crowder est vraiment complet, et surtout il est vraiment polyvalent. T'as Giannis Antetokounmpo, Brook Lopez, Bobby Portis et Jake Crowder, ils ont tous un rôle différent, ils apportent tous quelque chose de différent, et là Mike Budenholzer va pouvoir se régaler en fonction des match-ups, et je trouve que c'est pour ça que je mets ce A-. C'est pas un truc, ils étaient déjà contenders Milwaukee de toute façon avant ce move, mais avec ce move là ils le sont encore plus, donc GG à eux, un tout petit truc, c'est pour ça que je mets pas un A+, parce que c'est quand même un tout petit truc, mais qui peut avoir beaucoup de signification au final.
Allez, maintenant les Timberwolves de Minnesota qui font venir Mike Conley, Nickeil Alexander Walker et 3 seconds tours de draft et qui perdent D'Angelo Russell. C'est le seul deal en fait qu'ils ont fait, celui de mercredi soir. On va pas non plus revenir dessus là encore parce que y a ma grosse vidéo qui est sortie sur ce deal, mais j'aime bien, même si on a un D'Angelo qui montait en puissance, on l'a dit tout à l'heure, et qui devenait de plus en plus adroit, qui reste quand même très irrégulier, pas sûr qu'il serait resté et qu'il aurait prolongé en fin de saison, surtout que moi D'Angelo Russell, ce que j'ai envie de noter, c'est que même si ses stats elles font un petit peu illusion et elles donnent l'impression que il se démerdait bien dans cette équipe des Timberwolves. Quand on voyait son impact et voir que son net rating était négatif quand il était sur le parquet, ça posait question et je pense que c'est une bonne idée de l'avoir envoyé pour essayer de récupérer un meneur qui fit plus, parce que en vrai D'Angelo Russell, aussi talentueux qu'il était peut-être trop responsabilisé, il s'entendait pas vraiment, alors je sais pas dans le vestiaire, mais sur le terrain avec Anthony Edwards, c'était deux joueurs qui sont pas des experts de la défense non plus, deux joueurs qui étaient plus en mode scoreur, et surtout moi je trouvais que ce qui était embêtant, c'est que la prise de décision de D'Angelo Russell, elle pouvait souvent pénaliser les Wolves dans le money time quand c'était lui qui était mené à porter la balle et qui devait jouer le rôle de meneur de jeu, parce que oui, c'est pas le roi de la prise de décision. Heureusement du côté des Lakers, c'est LeBron qui va occuper ce rôle là, et je parle même pas de sa défense qui est complètement suspecte à Dilo. Donc en échange tu chopes Conley, qui je pense fit plus avec l'équipe, hein. Bien sûr il est plus vieux, il peut moins créer son propre shoot aussi, il va moins scorer, il est moins talentueux, mais mine de rien, il a de l'expérience, c'est plus le gros défenseur qu'il était à Memphis, ça c'est sûr et certain, mais il défend mieux que D'Angelo Russell, c'est devenu un bon shooter en catch and shoot aussi, qui est adroit, qui a moins besoin du ballon, qui peut jouer un bon rôle dans le playmaking, hein, qui reste un bon passeur, donc moi je trouve ça cool du côté de Minnesota. Est-ce que directement tu peux imaginer qu'ils vont faire des grandes choses en playoff avec Mike Conley? Ça j'en sais rien, c'est pour ça que je mets pas plus que B+, mais en tout cas je trouve que l'équipe maintenant elle est plus cohérente, elle est plus équilibrée, tu gagnes un an en plus au poste de meneur de jeu parce que Russell se serait cassé en fin de saison, Conley il a 2 ans de contrat, même si bien sûr je répète il est plus tout jeune, c'est pas trop mal de se dire tu gagnes un an, donc voilà, même si Mike Conley c'est plus le joueur qu'il était, on peut ajouter Nickeil Alexander Walker, c'est vrai j'en ai même pas parlé, qui pourra servir de backup, même s'il a du mal à passer au step supérieur, il pourra toujours dépanner quelques minutes. Non, smart move du côté de Minnesota, moi je trouve ça bien, ça fait pas de un contender c'est sûr, mais le B+, à mon avis est mérité. L'équipe suivante, les Pelicans. Bon, on n'a pas trop entendu parler d'eux, mais mine de rien, ils ont fait un petit move, ils ont fait venir Josh Richardson, et ils ont perdu Devontae Graham, et pas mal de second tour de draft, hein. Alors je suis tellement perdu, vu tous les tours de draft qui ont bougé, mais il me semble qu'ils en perdent 4 de mémoire. Donc rien de fou, avec Richardson, qui récupère un role player qui est complet, qui peut faire quelques stats, qui peut mettre quelques tirs aussi en catch and shoot, qui peut jouer off-ball, why not, mais qui quand même a de vraies failles, et il commet beaucoup de déchets, et c'est pas forcément un joueur sur lequel tu peux énormément compter. Il avait envoyé de la poudre aux yeux un petit peu du côté de Miami, comme beaucoup de joueurs arrivent à envoyer de la poudre aux yeux du côté de Miami, mais dès qu'ils sont envoyés ailleurs, ça se voit, c'est autre chose, hein. À Philadelphie, il a pas répondu aux attentes, à Boston, il a pas répondu aux attentes, à San Antonio, il fait des petites choses, mais c'est aussi parce qu'il est un peu over-responsabilisé dans une équipe qui tank. Non, pour moi, Josh Richardson, c'est pas non plus un joueur qui va te faire vraiment passer un step, même s'il apporte de la densité sur le banc. Moi, ce qui me dérange, c'est que, je crois que c'est 4 second tours de draft, plus Devontae Graham, moi je me dis que ça fait beaucoup pour un joueur comme lui. Donc c'est pas non plus catastrophique d'avoir fait ce deal, c'est bien d'avoir un Josh Richardson qui apportera aussi du talent chez sur l'aile et qui pourra jouer quelques minutes. On a un Graham qui était en difficulté aussi cette saison, mais voilà, quand même, Devontae Graham plus 4 second tours, je trouve que c'est trop pour Josh Richardson. C'est pas catastrophique, c'est pour ça que je vais pas trop bas dans la note, mais je reste quand même en dessous de la moyenne, parce qu'à mon avis, les Pelicans dans ce deal, ils ont lâché trop pour un joueur comme lui. À mon avis, tu pouvais le choper pour moins si tu comptais vraiment sur lui, et quoi qu'il arrive, je suis pas sûr qu'il ait un rôle primordial cette année aux Pelicans. Parlons maintenant des New York Knicks, qui ont fait un deal, mais un joli deal je trouve, parce qu'ils récupèrent Josh Hart. Alors ils perdent pas mal au premier abord, parce qu'ils perdent quand même Cam Reddish, Svi Mykhailiuk et Ryan Arcidiacono, ça on s'en fout un petit peu tellement ils avaient peu de temps de jeu, et un premier tour, mais qui mine de rien est lottery protected. Et moi je suis content, en vrai je suis très content de voir que les Knicks récupèrent Josh Hart, qui est je trouve un joueur sous-coté, parce que c'est pas un scoreur, c'est vrai qu'il est un petit peu timide même à l'idée de prendre des tirs, mais je le trouve super dans la prise de décision. Il est pas vieux hein, Hart, mais pourtant il joue comme un vétéran, c'est un vrai gars collectif qui peut tout faire, en attaque comme en défense, il peut se sacrifier pour l'équipe, il peut jouer dur, il peut jouer pour les autres, il peut aller choper des rebonds. Non, moi je trouve que c'est cool, et à mon avis c'est un fit parfait pour les Knicks, c'est un super complément. En plus de ça, on a vu la vidéo super touchante avec Jalen Brunson qui était trop content de retrouver son pote de Villanova. Non, moi je trouve que c'est cool. Maintenant, voilà, déjà je mets un B+, hein, c'est propre, je mets pas plus parce que au premier coup d'œil on peut avoir l'impression que Reddish plus un first, ça peut paraître beaucoup. Mais bon, après
peut-être que tu pouvais l'avoir pour moins, hein, Josh Hart, parce que Reddish il a une petite valeur, mais maintenant, si on fait le bilan, on a quand même un Cam Reddish qui jouait plus, donc pas sûr qu'il ait une si grosse cote que ça, et quand on voit qu'en plus de ça, le first a réussi à être protégé loterie, ben c'est plutôt cool. Donc B+, qui reste quand même une bonne note, hein, bien au-dessus de la moyenne, ça va pas jusqu'au A, parce que c'est pas non plus une folie absolue, et l'arrivée de Josh Hart transforme pas les Knicks en équipe qui va être super importante et sur qui on peut parier en vue des playoffs, n'empêche qu'il fait progresser l'équipe, c'est pour ça le B+, donc pas de folie, et une arrivée quand même très intéressante. B+, ça me semble cohérent pour cette équipe new-yorkaise. Allez, maintenant on parle d'OKC, qui a pas fait grand chose en vrai. Ils ont fait venir Dario Saric et Justin Jackson, qui est en provenance de Boston, enfin Dario Saric en provenance de Phoenix. Ils ont récupéré 3 seconds tours de draft, je crois, de mémoire, et ils voient partir Darius Bazley et Mike Muscala, ils voient partir Mike Muscala. Ce qui est clair, c'est qu'OKC, ils ont presque rien fait. De toute façon, ils avaient pas besoin de faire quoi que ce soit, hein. Leur objectif, c'est le tanking, même si en fait, on a un Shai Gilgeous-Alexander qui les empêche un petit peu de tanker en rond. Avec Saric, tu libères du cap en fin de saison, tu chopes encore des seconds tours de draft. Voilà, pour moi, je mets un C parce que c'est dans la moyenne, c'est une deadline un petit peu sans saveur, sans super coup, mais qui correspond aux objectifs de la franchise. Moi, j'aurais mis plus de la moyenne s'ils avaient réussi à récupérer un first. Ils ont pas réussi à le faire. En même temps, ils ont pas donné de joueurs qui permettaient d'avoir un first. Non, ok, ici, c'est sans saveur. Je trouve que c'est pas si mal. Une deadline sur laquelle il y a pas grand chose à dire. Donc, il reste qui s'en sort avec une note banale de C finalement. Et maintenant on parle de Orlando, et je trouve que ces deux équipes s'enchaînent dans l'ordre alphabétique, mais je trouve aussi qu'il y a pas mal de choses qui correspondent. Ça récupère Patrick Beverley, je crois que ça chope 4 seconds tours de draft aussi de mémoire, et ça perd Mo Bamba. Donc tu perds Mo Bamba, c'est sûr qu'il y avait du talent, mais bon, il y avait tellement d'intérieur à Orlando que t'en avais pas besoin. Même s'il avait été re-signé cet été, on se rappelle, c'était surtout, je pense, pour le trade et récupérer quelque chose en échange. Ça c'est fait, au moins t'as réussi à faire ça, et en échange tu récupères surtout des seconds tours de draft, parce qu'en vrai ça m'étonnerait pas que Patrick Beverley soit cut assez rapidement. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est pareil que OKC un peu, c'est assez anecdotique. Dommage que t'aies pas réussi à trade Terrence Ross. À mon avis, tu pouvais récupérer des assets, tu pouvais peut-être même récupérer un first. Là, pour moi, si tu réussis à trader Ross, on s'en fout en vrai de Terrence Ross à Orlando. Nous, de toute façon, du côté du Magic, ce qu'ils veulent, c'est tanker. Donc Terrence Ross, ça aurait été bien de le transférer. C'est pas réussi. Moi, je peux pas dire, ok, c'est pas mal d'avoir transféré Mo Bamba. C'est pas mal d'avoir récupéré des seconds tours. Tout ça, ça va dans l'optique et l'objectif de reconstruction de cette équipe du Magic. Mais c'est quand même moyennasse, un petit peu comme OKC. Donc un move correct, sans plus, qui finalement est assez prévisible. Des seconds tours de draft contre Mo Bamba. Voilà, un C encore, ça me paraît assez évident. Voici les Sixers maintenant qui ont fait un petit deal. Ils ont récupéré Jalen McDaniels pour envoyer ailleurs Matisse Thybulle. On sait que Thybulle était un petit peu en difficulté à Philadelphie. Lui, il voulait pas forcément partir, mais il y a un trade qui était quand même pressenti parce que c'était difficile de trouver un accord pour une extension. C'était pas sûr que les Sixers veuillent le re-signer, en tout cas pas au prix que demandait Thybulle. Donc il fallait peut-être le transférer pour éviter de le perdre pour rien. En échange, tu récupères Jalen McDaniels, qui est un défenseur correct au poste 3. C'est pas un super shooter, pas sûr en vrai qu'il soit dans la rotation, alors que Thybulle commençait de plus en plus à l'être. À mon avis, il va se battre un petit peu pour choper quelques minutes avec Daniel House, c'est-à-dire bien au bout du banc. Donc oui, Jalen McDaniels, c'est quand même un meilleur attaquant que Thybulle, c'est sûr et certain, mais il jouait aussi son rôle aux Hornets avec sa dizaine de points par match, surtout parce que les Hornets sont une équipe de bas de tableau qui a pas beaucoup de profondeur, mais ça reste quand même s'il a du talent en défense, ça reste quand même un moins bon défenseur que Thybulle, et c'est pas non plus un sniper de loin. Donc moi je mets un C-, parce que pour moi, si tu parles de niveau, ça downgrade, il fallait transférer Thybulle, mais je pensais que contre Thybulle, il y aurait une meilleure contrepartie en échange pour les Sixers, et surtout, si je mets un C-, c'est que pour moi, le poste qu'il fallait le plus renforcer, c'était probablement celui de pivot, parce que Montrezl Harrell, même s'il a de l'énergie, il montre quand même ses limites, pas sûr que tu puisses le faire jouer en playoff. Paul Reed, trop naïf, un meilleur défenseur que Harrell, mais qui peut prendre vite des fautes. Il aurait fallu un pivot supplémentaire du côté de Philly, à voir ce qu'il y a sur le marché des buyouts, mais au poste 5, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose, et pour moi, la principale faille des Sixers, elle a pas été comblée, et quand je vois toutes les équipes qui sont renforcées au poste 5, quand on voit qu'il y a des Mike Muscala qui ont bougé, quand on voit qu'il y a des Mason Plumlee qui ont bougé, quand on voit qu'il y a des Jacob Poeltl qui ont bougé, je trouve que Philly a pas fait ce qu'il fallait. Donc ok, il sort de la luxury tax avec ce trade de Thybulle, mais je peux pas mettre la moyenne, c'est pas catastrophique, ça va pas non plus transformer l'équipe vers le bas, mais je mets un C- pour les Sixers parce qu'il y avait mieux à faire, donc je leur mets pas la moyenne. Allez, après des équipes qui ont fait des trucs un peu fades, un peu moyennasse, un peu sans saveur, voilà une équipe qui a fait quelque chose de grand. Les Phoenix Suns, qui font venir Kevin Durant, TJ Warren et Darius Bazley, en perdant Michael Bridges, Cam Johnson, Jake Crowder, Dario Saric, 4 first round qui sont pas protégés, et un second tour de draft aussi. Et forcément, pour moi, à partir du moment où tu récupères Kevin Durant, t'es gagnant. À partir du moment où t'arrives en plus à l'associer avec un Chris Paul et un Devin Booker, t'es gagnant. Pour moi, là, Kevin Durant, il va être dans toutes les conditions, lui qui est juste un hooper,
joueur qui veut juste jouer au basket, eh ben c'est parfait. Le leader dans les vestiaires, c'est Chris Paul. Kevin Durant, on lui demandera pas de faire ça. Celui qui va être un petit peu l'image de la franchise, en tout cas le futur de la franchise, c'est Devin Booker. Non, mais Kevin Durant, lui, il va dans cette équipe qui a été finaliste il y a 2 ans pour justement pour jouer au basket, pour apporter toutes ses qualités et pour essayer de donner un maximum d'ambition aux Suns dès cette année, mais pour l'année prochaine aussi, parce que cette année ça va peut-être être compliqué, parce qu'il va falloir créer une alchimie, mais qui sait, Kevin Durant peut tellement s'adapter partout que oui, il peut faire quelque chose. Maintenant, voilà, je vais pas en faire trop non plus, j'en ai parlé dans la vidéo, mais ça reste un super coup. Maintenant, du côté des Suns, tu peux rêver de titre, alors qu'avant cette arrivée de KD, c'était très compliqué, et on l'a vu avec la blessure de Booker, tellement les Suns sont coulés, c'était vraiment très compliqué. Alors maintenant, je sais que certains disent que c'est beaucoup trop 4 futurs premiers tours contre Kevin Durant pour un joueur de 34 ans, qu'ils ont complètement ruiné leur avenir, blablabla, tous ces trucs là, surtout en lâchant des jeunes de qualité comme Michael Bridges qui est super bon, qui progresse en attaque, qui est un des meilleurs défenseurs au périmètre, comme quand tu perds aussi un Cam Johnson par exemple. Donc ouais, j'arrive à entendre tous ces gens qui disent oui, Phoenix là, ils se sont dépouillés pour l'avenir. Mais je suis pas d'accord, même si je peux l'entendre et je peux comprendre, je suis pas d'accord, parce que pour moi, et ça je l'ai déjà dit plus tôt dans la vidéo, si tu veux gagner en NBA, il faut savoir prendre des risques et savoir prendre les bons risques. Des fois ça marche, d'autres fois ça marche pas, mais si tu prends jamais de risques, tu ne vas jamais au bout. Donc là on a un James Jones qui a su poser ses coronesses sur la table, qui a su les prendre ses risques, et qui d'un coup, même s'il prend de gros risques sur l'avenir, il arrive vraiment à rendre cette équipe de Phoenix un contender. C'est pour ça que moi j'hésite pas à mettre un A+, parce qu'avoir donné et osé faire ça en donnant un max de chance à cette team de gagner avant qu'elle soit rincée, avant que Chris Paul soit trop vieux, mais c'est fort. Pour moi c'est comme un coup de maître. L'avenir on y pensera plus tard, en vrai, du côté de Phoenix. Là pour l'instant l'objectif c'est le présent, on pense à ça, on est focus là-dessus, donc peut-être qu'il y aura des difficultés pour l'avenir, mais moi je suis pas d'accord pour qu'on y trouve trop d'importance, parce que Phoenix s'est clairement renforcé, et alors que Brooklyn n'était pas forcément obligé de transférer Kevin Durant, ils auraient pu patienter et attendre cet été, parce que officiellement Kevin Durant n'a pas demandé son trade. Ils auraient pu aussi essayer d'être compétitifs, les Nets. Non, là c'est très bien, on a une équipe des Suns qui a réussi à faire l'offre, qui a réussi à faire craquer Brooklyn, et pour ça bravo à eux. Pour moi c'est un super coup de la part de James Jones. Allez, maintenant, les Blazers, qui font venir Kevin Knox, Matisse Thybulle, Cam Reddish, Ryan Arcidiacono, j'arriverai jamais à dire son nom du premier coup, un first qui est loterie protégée, et des secondes pour perdre Gary Payton, The Second lui aussi, et Josh Hart. Donc oui, tu perds ces deux-là, tu perds Payton et Hart, 2 joueurs de qualité, des joueurs qui peuvent être importants, des role-players alors de luxe c'est peut-être un peu grand, mais des très bons role-players, mais mine de rien, tu te renforces quand même pas mal sur les ailes, en apportant potentiellement du potentiel et du scoring, avec Reddish qui jouait pas à New York, mais quand même qui peut faire de bonnes choses, et on sait que ça peut être un joueur de talentueux. T'apportes de la défense aussi, bon sans scoring cette fois-ci, avec Matisse Thybulle. Pour moi, en plus de ça, en rajoutant Kevin Knox et Ryan Arcidiacono, même si on imagine pas trop qu'ils apporteront énormément, c'est pas loin d'être du kiff-kiff avec les départs de Gary Payton et Josh Hart. Cam Reddish, non, peut-être qu'ils perdent plus que ce qu'ils reçoivent en termes de joueurs purs, mais c'est pas loin d'être du kiff-kiff. Mais vu qu'en plus de ça, on a des Blazers qui récupèrent un first, même s'il est loterie protégé, ça je trouve ça cool. Pour moi ça prend quand même une autre valeur s'ils récupèrent ce first round. Et là c'est plus du kiff-kiff, et je vois des Blazers qui sont un tout petit peu gagnants. Alors pas des masses, perdre Hart et Payton c'est pas cool, et on a Lillard qui doit faire la gueule, je crois que tu récupères 3 seconds tours aussi. Donc globalement, sans être si fou, c'est pas si mal. Je crois que tu upgrades un petit peu dans le jeu, pas forcément sur cette année, c'est pour ça que Lillard fait peut-être la gueule, mais dans le futur tu t'offres peut-être un petit peu plus de chance avec ce first, même loterie protégée, et avec ses seconds tours. Donc un C+, pour moi un tout petit peu au-dessus de la moyenne, parce que même si ça change pas la face du monde et que tu step down un peu, tu downgrade sur le présent et sur le basket actuel, mais tu récupères quand même des assets intéressants qui pourront potentiellement te servir pour un trade sans prendre en vrai beaucoup trop de risques, quoi. Allez, maintenant Sacramento, ça va aller très vite. Eux, ils ont fait juste venir Kessler Edwards pour obtenir pas grand chose. Je crois c'est les droits de draft sur le français David Michino, qui c'est pas sûr qu'il joue en NBA un jour. Donc oui, ils ont juste récupéré Kessler Edwards, ils ont rien lâché, juste ils récupèrent du cash, ça reste assez anecdotique. Je crois qu'ils récupèrent plutôt du cash en plus contre ses droits, enfin bref. Avec Edwards, on parle d'un mec qui devait tourner à 1 point de moyenne chez les Nets, qui jouait jamais, donc ça changera pas grand chose. C'est fade, c'est sans saveur, mais je mets pas. Alors autant il y a des équipes qui bougent pas, et là je vais être sévère avec eux. Non, là moi je trouve qu'on a une équipe de Sacramento qui s'en sort très bien, qui avait pas besoin de bouger, qui a rien fait. Donc voilà, c'est rien de plus, je mets un C, il y a rien de fou, mais ils avaient pas besoin de faire quoi que ce soit. Donc c'est réglé avec les Kings, un C et c'est réglé, je me dis. Allez, maintenant les Spurs, qui font venir Devonte Graham et Kem Burch.
Ils avaient fait venir Dewan Daidman aussi, mais ils l'ont déjà coupé. Ils ont réussi à choper un first round qui est top 6 protégé, et je crois qu'au total, ils récupèrent, je sais plus, 5, 6 ou 7, enfin, ils récupèrent une flopée, un gros package de second tour. Et en échange, ils perdent Josh Richardson et Jacob Poeltl. Et là, encore une fois, comme je disais, moi, j'apprécie les équipes, on sait où elles vont, et San Antonio, on sait où ils vont. Ils veulent tanker complètement, ils veulent faire la course à Wemby et essayer de se donner un maximum d'assets pour la suite, pour l'entourer du mieux possible. Et ça, on en a profité du côté de San Antonio. Dès qu'il y avait un joueur avec un petit peu de valeur et qui avait plus de 24 ans, et on l'a envoyé ailleurs. C'est ce qui est arrivé avec Jacob Poeltl et Josh Richardson. Et donc oui, au moins ils intéressaient d'autres teams, hein, quoi qu'il en soit. Poeltl, il était intéressant. Richardson, il a intéressé les Pelicans aussi. Et maintenant, c'est pas mal parce que ça permet de faire la place aux jeunes. On enlève ces mecs sur qui on comptait pas pour permettre aux jeunes d'avoir encore plus de temps de jeu et plus se développer. Et en plus de ça, on récupère un first round, même s'il est top 6 protégé, et toute une flopée de second tour. Donc c'est cool. Après, je peux pas m'enflammer plus qu'un B parce que c'est vraiment un trade qui est fait que pour la reconstruction et que pour l'avenir. Et on sait à quel point l'avenir ça peut être aléatoire. Donc moi je mets un B, mais je trouve que franchement ils ont réussi à choper une bonne plus-value contre les joueurs. Ils continuent à aller à fond dans leurs idées. Moi je trouve qu'elle est très bonne, la deadline des Spurs. Allez, maintenant Toronto qui fait venir Jacob Poeltl contre Khem Birch et le premier tour protégé top 6 dont on parlait juste avant aux Spurs, et ils perdent aussi quelques seconds tours de draft. Ils en perdent 2 dans l'histoire, il me semble. Et là, forcément, vous le voyez, hein, je mets un B, je suis très déçu. Moi je pensais que Toronto bougerait et choisirait une direction, un petit peu comme les Bulls, hein, comme je disais. On entendait pas mal de rumeurs autour de Anunoby et en fait ils ont pas fait grand chose. On entendait des rumeurs autour de Van Vliet aussi, et en fait ils ont, je trouve que ce qu'ils ont fait ça n'a pas trop de sens. Ok, ils font venir Poeltl, hein. Poeltl c'est un vrai pivot, c'est un mec qui a des qualités, qui est solide et qui peut en plus de ça dépanner dans un secteur où il y a besoin. C'est peut-être pour ça que je mets pas eux, mais est-ce que ça fait de Toronto une équipe contender ou même un outsider? Non, pas du tout, c'est un apport intéressant, mais qui va pas du tout changer la dynamique de l'équipe, de cette équipe qui est en milieu de tableau, qui est dans le ventre mou, et qui devrait rester dans ce ventre mou, et comme j'expliquais un petit peu plus tôt dans ce live, c'est la pire situation pour une team. Donc moi je suis vraiment déçu, un peu comme les Bulls, qu'ils ont pas réussi à prendre de direction claire, soit dans la totale reconstruction, soit dans le win now. Ok, tu fais venir Poeltl, mais finalement ça a pas forcément de sens avec tes ambitions et tes objectifs. Là tu perds des pics contre un joueur qui transforme pas ta team. En vrai, je vois pas l'intérêt. Donc ouais, je mets un D. Bien sûr que j'aime bien Poeltl, bien sûr que c'est un bon joueur, mais bon, il te permet pas de sortir de ce ventre mou. Comme je disais, ouais, pire situation, c'est dommage de continuer dans la stagnation, hein, en fait. Grosso modo, ça risque de continuer dans la stagnation, et il faudrait que ça s'arrête un petit peu. Donc ouais, je suis déçu que Masai Ujiri n'ait pas bougé, n'ait pas pris de risque et n'ait pas essayé de trouver mieux, soit pour faire vraiment step up la team, soit pour partir vers une reconstruction totale. Maintenant, le Utah Jazz, avant-dernière équipe, qui font venir Russell Westbrook, qui va sûrement être cut, hein, il y a de grandes chances qu'il soit cut, vu la relation qu'il a avec le public de Salt Lake City, Juan Toscano Anderson, Damian Jones, et un first qui est finalement top 4 protégé. Et ça, c'est dommage, parce qu'à la base, il devait pas être protégé ce premier tour, et c'est dommage qu'ils aient pas réussi à l'avoir non protégé. Bon, top 4 protégé, c'est pas non plus une protection énorme, mais ça enlève un petit peu de valeur à ce trade, je trouve, du côté de Utah. Et ils vont à partir Malik Beasley, Jared Vanderbilt, Mike Conley, Nickel Alexander-Walker, et 3 seconds tours de draft, je crois, dans l'histoire. Donc oui, bien sûr, comme je disais, Westbrook il est dans le visuel, mais à mon avis il va pas faire long feu du côté du Jazz. Eux, ils ont clairement affiché leur direction, au moins il y a ça, malgré un bon début de saison. De toute façon maintenant ils abandonnent ce début de saison complet, ils abandonnent les bonnes perfs de Lauri Markkanen, et là ça part droit vers le tanking, c'était l'objectif. C'est pour ça que t'envoies tous les joueurs qui avaient de la valeur comme Conley, Vanderbilt et Beasley ailleurs pour récupérer des premiers tours de draft, un Westbrook qui va être cut, et un Toscano Anderson et un Damian Jones qui n'auront clairement aucun rôle, hein. De toute façon, tout ça aussi, je le développe dans la vidéo qui concerne ce transfert. Je vous invite à voir si vous voulez des détails. Maintenant, moi, ce que je vois du côté de Utah, c'est que même si c'est dommage que ce premier tour soit top 4 protégé, tu récupères du cap et des pics, et ça, c'est tout ce qu'il faut pour une team en reconstruction et qui veut tanker comme veut le faire Utah. Ils ont 60 millions de cap cet été, même si le marché des free agents c'est pas ouf, tu peux quand même essayer de signer des contrats courts et voir ce que ça peut donner sur les années à venir. Ils ont 15 premiers tours de draft jusqu'en 2029, c'est un truc de ouf. Donc en plus de ça, ils ont Danny Ainge qui pourrait faire bon usage de tout ça, soit via des trades, il est bon toujours sur le marché des transferts, soit en draftant directement. Donc oui, je mets un B+, parce que j'apprécie beaucoup le fait que Danny Ainge aille vraiment au bout de ses convictions, mais maintenant, comme je disais, une équipe qui est vouée au tanking, je peux pas me permettre de mettre un A, donc je mets un B+, parce que je trouve que c'est quand même plutôt bien géré. Enfin, nous finissons avec Washington, les Wizards, qui n'ont pas bougé hier, hein, mais qui, on s'en rappelle, il y a une dizaine de jours, ils ont fait venir Kendrick Nunn et des seconds tours de draft, 2 de mémoire, pour envoyer, Rui Hachimura. Bon, c'est pas ouf, hein, on va pas le cacher, ça va aller vite. Donc ils ont pas rebougé depuis ce deal d'Hachimura aux Lakers. Ils ont récupéré 2 seconds tours, je trouve que c'est très peu. Et apparemment ça aurait été compliqué pour eux de le re-signer cet été, donc ils voulaient une contrepartie au minimum. 2 seconds tours, franchement, est-ce que Hachimura vaut pas plus que ça ?
compliqué, hein. Encore une équipe dont on attendait plus, et on attendait qu'ils choisissent une direction, soit le tanking, soit la win, mais au final ça bouge pas. Je trouve que Washington est toujours dans une situation aussi floue, et moi je mets une note 2D parce que c'est vraiment compliqué, je trouve, ce contexte hein, chez les Wizards. Bien sûr qu'ils ont du talent dans le roster, franchement, quand t'as Bill, Porzingis et Kuzma, qui fait en plus de ça une très bonne saison, tu dois faire quelque chose. Alors Kuzma, il y a des chances qu'il reste, alors que moi j'imaginais qu'il serait transféré, mais peu importe, hein, de toute façon ça on s'en doutait déjà plus tôt, mais clairement, de toute façon, ce qu'on voit, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire performer ce talent, les Wizards, et donc pour l'instant, pour moi, ça va tout droit vers le ventre mou, encore une fois, cette espèce de cul entre deux chaises, où t'es ni compétitif, ni potentiellement bien placé pour la draft, et là, moi, ce que j'apprécie encore moins du côté des Wizards, et ça se prouve d'année après année, dès qu'ils draftent un jeune et qu'il y a un minimum de talent, ils arrivent jamais à le garder, et ce départ d'Hachimura en est la preuve. Donc ouais, ces Wizards, ils continuent dans cette situation sans vrai objectif, comme une espèce de bateau fantôme là qui voguerait sur une mer toute plate, et malheureusement je suis obligé de mettre cette note de D pour les Wizards, parce que, encore une fois, une équipe qui n'a pas de direction affichée, et c'est bien dommage, je trouve. Épilogue. Alors, pour finir ce live, quand même, maintenant, ce qui est intéressant, c'est de connaître qui est le grand gagnant et qui est le grand perdant de cette deadline. Donc pour ça, sur le chat sur Twitch, je vous ai proposé les 4 équipes qui avaient une note de A-, A ou A+, et essayez de voir ce que vous en pensiez. Donc il y en avait 4, c'était les Suns, les Lakers, les Clippers et les Bucks, et finalement, les grands gagnants, je vous le dis tout de suite, ça va être les Phoenix Suns. Et oui, évidemment, de toute façon, c'est mon grand gagnant aussi. Vous êtes 66% dans le chat à dire que c'est les grands gagnants de cette trade deadline. Et évidemment, quand tu fais venir Kevin Durant, tu fais partie des grands gagnants. À la place numéro 2 arrivent les Lakers avec 22%, les Clippers avec 13%, les Bucks n'ont eu aucune voix. Aucun vote pour les Bucks. Je comprends, il y a eu des teams peut-être qui s'en sortent encore mieux. N'empêche que pour moi, ce smart move de Jay Crowder aux Bucks fait que ils doivent quand même faire partie des 4 grands gagnants, même si évidemment, le grand gagnant jusque-là, c'est les Suns. Et donc maintenant, dans la même lignée, je vous ai proposé toutes les équipes qui avaient une note de D ou moins dans mes classements pour la deadline. Il y avait les Bulls, il y avait les Pistons, il y avait le Heat, il y avait les Raptors, il y avait les Wizards. Alors non, il n'y avait pas les Blazers. Je sais que beaucoup auraient aimé voir les Blazers dans le chat, mais moi je suis pas forcément d'accord, parce que contre Peyton qui voulait plus jouer là-bas, en fait finalement tu perds que Josh Hart contre un pick 2023 qui est loterie protégée, mais vu que c'est celui des Knicks et qu'ils vont faire les playoffs, à mon avis ils pourront drafter avec. Tu récupères la défense de Matisse Thybulle, tu récupères également le potentiel de Cam Reddish qui peut se relancer potentiellement dans une autre équipe. Donc je dis pas que c'est complètement fou, mais c'est loin d'être catastrophique comme les équipes que je vous ai proposées à mon avis. Donc non, pour moi il n'y avait pas les Blazers, et en tout cas parmi vos 5 équipes, la pire déception est les Chicago Bulls. Alors les Chicago Bulls, pas tout à fait, c'est moi qui ai tranché parce qu'il y avait une égalité, parce que les Chicago Bulls sont arrivés à égalité avec 37% avec Miami. Donc ça se joue pour vous entre les Bulls et le Heat. Pour moi, Chicago, c'est encore plus embêtant, parce que pour moi, il y a peut-être un tout petit espoir de passer au moins un tour en playoff du côté de Miami, que je vois pas du côté de Chicago. Donc pour moi, Chicago est plus décevant, parce que pour moi, c'est eux qui devaient encore plus bouger que Miami. Maintenant, je vous rejoins, les 2 plus grosses déceptions, c'est Chicago et Miami. Mais voilà, ça se joue entre ces 2 teams, donc on est assez d'accord au final. Équipe qui a fait les meilleurs coups à cette deadline, ça reste bien les Phoenix Suns, et l'équipe qui aurait dû bouger et qui a fait la pire deadline possible, ça reste les Chicago Bulls. Voilà pour ce qui est de l'intégralité des équipes NBA avant la trade deadline, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous êtes d'accord avec les notes que j'ai données? Avec laquelle êtes-vous le plus d'accord? Ou encore le plus en désaccord? Dites-moi tout ça en commentaire. Et est-ce que les Suns grands gagnants vous validez? Et les Bulls et le 8 grands perdants? Dites-moi tout ça aussi, c'est toujours cool de connaître vos tendances et votre avis. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans cette vidéo, c'est super important pour la mise en avant et le watch time sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch et sur Tipeee. Franchement, vous êtes le sang, alors si vous aussi vous voulez rejoindre cette Dream Team, n'hésitez plus, tout sera dans la description. À très vite.